Bénédicte Fumé, je suis ravie de te recevoir sur cet espace de rencontre. J'ai eu la joie de te rencontrer par l'intermédiaire d'Hélène Molinari, qui avait évoqué dans l'interview que nous avions faite les graines anciennes. Et donc, je l'ai rappelé après l'interview en disant, mais ce serait vraiment extraordinaire de pouvoir interviewer quelqu'un qui s'y connaît dans le monde végétal, dans les graines anciennes, qui travaille pour restaurer en fait toute la grandeur de ce monde, puisque sur le plan écologique, on sait combien l'écosystème et la biodiversité est en danger. Et elle m'a donné tes coordonnées. Voilà, et là, j'ai découvert une personne très lumineuse, avec un parcours extraordinaire et rempli de paradoxes comme ça à première vue. Et puis finalement, en discutant avec toi, j'ai découvert que non, c'est pas vraiment des paradoxes, c'est simplement que tu es parvenu à concilier des univers qui paraissent antagonistes, mais simplement parce que tu as une approche profondément spirituelle dans un monde qui a priori ne l'est pas. Et que tu arrives à incarner la spiritualité de façon relativement discrète, hein, j'ai envie de dire, habile. Oui, 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 bah, écoute, merci beaucoup pour la présentation parce qu'elle est vraiment très authentique, synthétique et c'est pas si évident de fait pour me décrire parce que c'est vrai que c'est un parcours que je nomme souvent atypique parce que c'est vrai que ce sont des mondes qui en principe, soit les personnes sont dans un monde, soit dans un autre, mais c'est rare d'avoir des passerelles entre les deux. Et c'est vrai que c'est toute ma vie, avec la richesse que ça apporte, mais aussi des fois les difficultés de compréhension pour le monde extérieur, justement, qui ne se connaissent pas forcément, et puis Hmm. qui ne s'apprécient pas forcément toujours. Voilà. Mais je crois que ce rôle de médiation entre les mondes pour assurer cette transition, parce que on est sur un monde en transition, bah oui, c'est un petit peu mon parcours de vie. Voilà. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce parcours, hein? Au départ, tu as fait des études de management, si j'ai bien compris. Voilà. Oui, Tu oui, as tout de oui. suite travaillé dans des grands groupes. Tu as été tout de suite dans des postes de direction. Est-ce que tu peux nous en dire Oui, plus sur... oui, tout à fait. Alors oui, parce qu'en fait, tout se recoupe, comme tu l'as dit. La vie, c'est souvent un parcours avec de multiples opportunités qui nous sont offertes. Et quand on les saisit, on a en fait une liberté de choix absolument incroyable. Et donc, ben moi, j'ai eu, c'est vrai, un parcours tout à fait, mais alors classique, je dis souvent le pur produit de la société industrielle, capitaliste et compagnie, puisque oui, j'ai fait des études d'économie, des business schools avec donc droit, économie, politique, une fin d'études aux États-Unis. J'ai travaillé une première partie et puis après, j'ai même fait une pause pour repartir à Sciences Po, faire un MBA, un exec MBA, etc. Et puis, quelque part, moi, ma vie, c'est toujours d'apprendre. Donc, ça fera rire certaines qui écouteront parce que c'est vrai, ils disent tout le temps, mais Bélier, tu es toujours en train d'apprendre quelque chose. Et parce que je trouve que c'est ça aussi. C'est passionnant, c'est ouverture sur le monde. Mais oui, donc, partie d'un parcours très classique, on va dire, et commencer avec un parcours de carrière, parce que c'est un peu comme ça, il y a 25-30 ans, c'était quand même assez ça, dans les grands groupes internationaux, plutôt dans les styles GAFAM en plus, c'est-à-dire tout ce qui est système d'information, informatique et autres, avec des postes de direction générale, enfin direction, marketing, stratégie, communication, RSE, etc. Et, mais c'est là où je dis la vie est toujours bien faite pour nous offrir plein d'opportunités. C'est qu'au moment où j'ai commencé, j'ai eu la chance de croiser le monde de la prospective et le monde de la science et de la conscience. Parce que j'ai eu cette opportunité de croiser Erwin Laszlo, qui venait de créer le club de Budapest, qui est un think tank de réflexion, justement, parce il avait fait partie du Club de Rome. Et suite au Club de Rome, le rapport Mido tombe. On est quand même en fin de parcours civilisationnel. On n'a pas d'autre choix que de changer parce que le rapport nous montre très clairement que, justement, en 2030, les courbes vont se croiser.
et toutes les courbes, c'est-à-dire démographiques, de ressources, les limites planétaires, voilà, avec tous les enjeux derrière. Donc, il avait écrit les défis du troisième millénaire, et suite aux défis du troisième millénaire, il avait appelé dans le monde entier à créer des clubs de réflexion pour penser différemment le monde. Donc, je me retrouve grâce à l'équipe qui venait de se créer en France, je fais partie très rapidement de cette équipe. Et du coup, on crée le Club de Budapest de France. Et pendant pas loin de 25 ans, on a créé l'université intégrale au sein du Club de Budapest pour envisager le monde sous différents angles. Alors, on va dire le vivre ensemble, ça va être l'entreprise, ça va être le système économique, politique, l'art, la santé, l'éducation. En 25 ans, on a créé pas loin de 25 séminaires de l'université intégrale, les soirées des amis sur des formats plus courts. Donc, on a brassé en fait beaucoup d'idées issues de la prospective économique. Donc, on se projette et on regarde. Et puis aussi en croisant les grands courants spirituels. Et donc, dès le départ, l'approche intégrale, c'est ça en fait. Hein, c'est vraiment cette ouverture 360 en croisant à la fois rationnel, irrationnel, c'est-à-dire toutes les formes de modes de pensée et d'accès au système d'information, de vision du monde, etc. Et en croisant tout cela, c'est vrai que c'est d'une richesse absolument extraordinaire. Puis après, j'ai essayé de le ramener dans des institutions, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, mais aussi revoir aussi comment on pouvait s'engager différemment dans sa société civile, donc il y avait entreprise et société civile, et puis c'est là qu'après, vu que c'est une approche systémique, vraiment comprendre le monde et interagir avec le monde, c'est une approche systémique. On ne peut pas être en silo. Donc le club, moi, m'a permis d'aller toucher en fait une multitude de sujets pour lesquels j'avais des appétences, des soifs d'agir et de mieux connaître. Et donc c'est là où j'ai cofondé avec d'autres amis le Printemps de l'éducation, parce que j'avais ressenti que c'était par les enfants qu'on pouvait aussi impulser un changement. Après, je me suis beaucoup investie dans le Pacte civique, qui est un mouvement pour repenser différemment notre vivre ensemble, notre démocratie, donc comment on peut s'engager au quotidien dans une multitude de façons. Voilà, et qu'est-ce que c'est que la démocratie? Donc c'est un vrai grand mot, et on a, pareil, organisé beaucoup de colloques, de conférences, etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait ces liens. Puis ça se recoupait très souvent, parce que l'entreprise, elle n'est pas un électron libre, elle agit dans une société. Donc comprendre ce qui se passe sur notre marché, c'était un atout absolument extraordinaire. Donc, très souvent, mes collègues étaient étonnés. Ils me disaient, mais comment tu fais? Tu as toujours 5 ans d'avance ou 10 ans d'avance pour nous préparer à des notions. Et donc, sur certains marchés, certains comportements de clients, de consommateurs, des salariés, mieux comprendre les salariés. Donc, c'est pour ça qu'en dehors de mon périmètre classique dans l'entreprise, j'avais toujours une multitude d'autres interrelations avec d'autres services, que ce soit les RH, la RSE et autres, parce que justement, avec une vision systémique, on ne reste pas dans son précaré, dans son bureau fermé, c'est pas possible. Voilà. J'étais un hub, on va dire que j'étais un petit hub de compréhension de ce qui nous entourait. Oui, c'est ça. Et c'est très louable parce que peu de gens ont cette soif de compréhension et cette envie de conciliation, en fait, et d'approfondir justement ce qui peut au premier abord paraître abrupt, difficile, anxiogène. La plupart des gens sont quand même dans un mode de fuite, ou de déni même de ces réalités. Ouais. C'est la plus grande difficulté d'ailleurs que j'ai rencontrée. C'est la fuite et le déni. Parce que dans le déni, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est que d'aider la personne à aller voir pourquoi il est dans le déni, parce que ce n'est pas du tout les informations ou les expériences qui me seraient propres qui peuvent les faire aider, mais d'aller chez eux, voir ce qui se passe chez eux. Mais après, c'est de l'ordre du développement de la personne. Et, on tend la main, mais après, si elle n'est pas prise, voilà. Si elle n'a pas envie de se développer. C'est ça, exactement. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut développer une approche systémique
dans un environnement qui est de toute façon systémique par nature, ça c'est sûr, mais qui n'en a pas forcément conscience, qui n'a pas forcément conscience de ce fonctionnement et donc qui raisonne en mode intérêt individuel, intérêt personnel, etc. Disons que chaque individu fonctionne dans ce mode-là. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est exactement là où on en est aujourd'hui. Moi, j'ai eu en fait, bon, je peux peut-être en parler là, c'est vrai que j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente en 2009. Oui. Et ça m'a permis de décloisonner beaucoup de choses, c'est-à-dire d'aller encore à un niveau autre de systémie, puisque là, on se retrouve à être tout et soi et être dans ce que certains peuvent nommer la conscience élargie ou bien, voilà, bon, moi je ne sais pas trop quel mot mettre parce qu'on peut lire tellement de choses, mais en tout cas, moi j'ai vécu et c'est vrai que ça a décloisonné beaucoup de choses parce que c'est vrai que je me suis mise à être un arbre, à ressentir en fait le monde par tous ses biais. Oui, oui, oui. Un peu comme les chamans. C'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. On peut le travailler par d'autres pieds d'ailleurs. Hein. Moi, je l'ai fait d'ailleurs après avec les peuples premiers, avec leur tradition. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi cette capacité à ressentir le monde dans sa globalité. Donc c'est vrai qu'après, avec cette expérience-là, quand je suis revenue, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment amener au monde ce que j'ai ressenti, sachant que c'est tellement énorme que c'est pas possible d'en parler facilement. Et là, on est en pur système, plus que de la systémie, enfin voilà, c'est. Et moi, ma façon de l'amener, ça a été par la nature. Donc, ça m'a redonné encore plus d'envie d'aller explorer le monde de la nature, parce que la nature, notre environnement, n'est que système. Et pour justement, tendre la main pour faire une sorte, j'allais dire, d'escalier pédagogique ou pour Ouais. accompagner justement sur ce chemin, je me suis dit, je ne peux pas trouver mieux que la nature. Parce qu'elle est sous nos yeux et si on la regarde différemment, on va pouvoir comprendre et ressentir que tout est lien. L'arbre, il fonctionne parce qu'il a une multitude d'interactions autour de lui, il est en interdépendance, mais bien plus que ça. Et c'est là où je suis rentrée dans cette notion de science-conscience, c'est-à-dire sur un plan de la science, on pouvait voir l'arbre avec ses échanges gazeux, autres, ses fruits, comment il les fabrique, le compagnonnage qu'il peut avoir dans ses racines avec tout le monde des bactéries, des insectes. Bon, ça, il y a eu des livres là-dessus. Mais j'ai eu la chance aussi de découvrir les travaux de Cliff Baxter, qui est un scientifique américain qui, lui, a pu montrer que ça allait bien au-delà. Il a pu montrer que l'ensemble du vivant, et il avait commencé sur une plante verte et les arbres, enfin les plantes vertes déjà, sont en totale résonance avec l'ensemble du vivant, alors qu'elles n'ont pas, comme nous, des yeux, des oreilles, etc. Mais elles sont en capacité d'interagir, non pas sur un plan physique, physiologique, comme par exemple les racines, les feuilles et autres, mais bien sur un plan de résonance, d'information. Alors là, on commence à toucher aussi cette systémie multidimensionnelle. Alors certes, tout le monde ne sera pas sur cet aspect-là, sur le chemin. Donc, on va commencer par le côté interdépendance. Voilà. Mais avec ces études-là, on avait cette capacité de comprendre que nous étions dans un dialogue interespèces qui soit matériel et immatériel. Donc, c'est un petit peu le chemin que j'ai pris, le fil d'Ariane que j'ai tiré, en fait, pour guider mes actions, mes implications et mes écrits, puisque j'ai aidé à faire paraître le livre L'intelligence émotionnelle des plantes, qui couvre ce sujet-là, mais avec une approche scientifique au départ.
Mhm. Euh, et puis après, voilà, et des implications dans d'autres mouvements associatifs pour montrer cette capacité en fait de dialogue au-delà des mots avec l'ensemble du vivant. Et là, on va se mettre à comprendre que bah, le dialogue avec le non-verbal est tout à fait possible, non seulement entre êtres humains, mais avec l'ensemble du vivant, Mhm. jusqu'aux cellules, jusqu'à nos cellules. Et là, bah, c'est aussi ce qui peut expliquer très certainement certaines guérisons spontanées de personnes qui sont dans un processus de volonté véritable, de volonté, mais de dialogue avec leurs cellules. Et hop, elles ont des rémissions. Ça étonne beaucoup la médecine. Moi, moins. Je ne sais pas encore comment ça se passe véritablement, mais je vois le processus. Oui, Voilà. oui. Donc, c'est ça, ce qui m'a amené à me relier à tout ce qui est vivant et avoir une passion de tout ce qui est vivant et d'avoir le même respect pour Mhm. tout. Pour tout, oui. Et ça a été des discussions avec mon propre fiston qui ne comprenait pas forcément toujours pourquoi je donnais autant de valeur à mes plantes vertes qu'à, je ne vais pas dire lui, mais une fois qu'il m'avait laissé des plantes vertes un été, j'étais en colère, mais en colère. Il me dit, mes mamans sont que des plantes. J'ai regardé, je lui ai dit, pardon, c'est un être vivant comme toi, et toi, je te nourris et je t'apporte tout, et toi, tu as des êtres vivants à côté de toi et tu les vois mourir et tu ne dis rien. Pour moi, c'était non-assistance à personne à danger, comme on doit l'avoir dans la rue quand on voit quelqu'un qui s'effondre devant nous. Oui. Voilà, donc c'est une sensibilité que j'ai très forte. Et comme tu vois, je récupère les plantes qui sont jetées dans les poubelles alors qu'elles sont, il manque juste trois feuilles, enfin ou trois fleurs. Je peux pas les laisser. C'est pour moi, je sens la vie battre. Voilà, C'est vraiment touchant, oui. C'est très touchant. Ah, oui. Et oui. alors, je suis terrible là-dessus. Voilà, je récupère tout ce qui est vivant autour de moi. Et Mais j'imagine que tu dois aussi récupérer des animaux alors. alors, les animaux, ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls. Mais c'est vrai que chez moi, très souvent, ben, un oiseau qui va pas bien, toc, il vient se mettre sur ma terrasse. Ouais. Bon, alors, il s'occupe. Puis quand il va mieux, il s'en va. Idem pour les chats. Mais je vais pas les chercher. Je vais pas créer des. C'est eux qui viennent parce que comme de toutes les façons, cette capacité d'interagir avec l'ensemble du vivant, c'est une faculté qu'on a tous, mais il faut en avoir conscience pour ouvrir ces canaux, on va dire, Oui. informationnels. Oui. Bah, je me sens très bien, donc ils viennent directement chez moi. Encore hier, j'avais une petite mésange dans la maison, bah, je l'ai pris, je l'ai sorti. Voilà, c'est vrai que j'ai un lien assez fort avec tout ce qui est du monde du vivant. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui commence seulement à prendre conscience de tous les liens qu'elle a avec l'ensemble du monde vivant, végétal, animal et même minéral, et qui ne sait pas par quoi commencer, qui n'a pas ton intuition ou tes facultés extrasensorielles? Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui démarre dans ce chemin? Je commencerai par la terre, Mhm. par l'approche en agriculture et par la terre, parce que la terre est vivante et d'une richesse absolument insoupçonnée et elle est d'une puissance incroyable. Donc, faire un stage de permaculture, Ah oui. si possible biodynamie, parce que là, on va pas être qu'à on plante telle graine, machin et autres. On a cette vision, en fait, très, très holistique des choses, avec justement tous les courants, le lien tertiel Mhm. est expliqué. Souvent, il y a de la théorie et de la pratique. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de faire ce stage-là il y a très longtemps avec Jacques Antonin. Et, et c'est lui, voilà, c'est lui qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, de vie sous la terre, sous nos pieds, et Mhm. puis aussi de la qualité nutritionnelle qu'on en retire. Et de faire, oui, prendre conscience de la nourriture qu'on n'a pas besoin d'avoir en quantité, mais en qualité. Mhm. Alors, on le dit souvent, manger bio, ils en mangez moins. Oui, mais là, on est à comprendre pourquoi. Voilà. Mhm. Et là, on est obligé de comprendre le côté systémique. Parce qu'on ne voit plus la salade pareille.
Ah, c'est sûr, oui. Oui. Ouais. Ouais, je commencerai par là et puis après, probablement avec les animaux, que ce soit la médiation animale, voire après des possibilités de communication interespèces, pourquoi pas, pour les gens qui veulent justement pouvoir interagir avec les animaux d'une autre façon, mais et après ouvrir à ce champ-là. Mais en repartant à la base, et puis même justement avec l'agriculture biodynamique, ben, on va parler des semences vivantes, on va parler des graines. Qu'est-ce que c'est qu'une graine? C'est quoi sa richesse, sa biodiversité, comment elle fonctionne? Donc voilà, on peut faire des liens avec beaucoup de choses. Et avec la santé, et la pleine santé. C'est magnifique. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'apport des travaux de Cliff Baxter pour notre monde? Ben, les travaux de Cliff, je crois que je l'ai un petit peu dit, mais je vais peut-être leur dire différemment, c'est vraiment cette notion de champ informationnel. Et ça fait le lien avec les très grandes traditions Mhm. spirituelles, c'est-à-dire les champs akashiques. Ah oui, Voilà. Et d'accord, Erwin Laszlo a écrit d'ailleurs Science des champs akashiques, que je recommande vivement, d'accord. parce que quelqu'un qui veut faire le lien entre notre monde matériel et le monde immatériel et mieux comprendre les interactions, s'intéresser aux champs akashiques, pour moi, c'est le passage. Très souvent, les personnes qui mettent le nez là-dedans disent il y a un avant, un après. Oui, oui, Et les travaux de Clive viennent juste illustrer les champs akashiques. oui. Parce que ce sont voilà, des champs informationnels qui sont autour de nous. On pourrait dire les grandes bibliothèques De du vivant, l'humanité. du Ouais. vivant, Et du vivant, et oui. du Ouais. vivant, pas que des humains, bien sûr les humains, hein, voilà, mais aussi de l'ensemble du vivant. Et bah, l'interaction en fait informationnelle de tout le vivant que Clive a pu montrer passe par ces Mm. champs akashiques. Ça vient enrichir les champs akashiques et le vivant, lui, n'a pas besoin d'avoir un cerveau pour pouvoir se connecter en fait aux champs akashiques et transférer de l'information entre mêmes espèces, avec d'autres espèces et avec nous. Et avec nous. Oui, oui, Après, c'est à nous à ouvrir suffisamment nos capteurs pour pouvoir réceptionner ces champs akashiques et ces informations qui viennent en fait du vivant. Alors, Cliff Baxter, lui, il est parti vraiment de la base, dans le sens où il était un des experts de la CIA en polygraphe, c'est-à-dire détecteur de mensonges. Et c'est en mettant les polygraphes qu'il s'est rendu compte que quand la plante qui était à côté de lui, euh, quand il était en train de prévoir on va dire, d'abîmer une feuille, mais il ne l'a pas fait, il a juste eu l'intention. Mm. Ah, Et quand il est reparti, et il avait mis un capteur par mégarde, enfin, fortuitement. Et quand il est allé dans son labo où les traceurs étaient présents, il s'est rendu compte qu'il y avait une énorme variation. Puis il s'est dit, bah, c'est bizarre, je l'ai mis sur la plante, je n'ai pas d'être humain en ce moment. Et il est allé voir, et de fait, le capteur était bien sur la plante. Et donc, du coup, il a recommencé. Et c'est là qu'il a vu qu'il y avait parfaite, en fait, adéquation entre le stress, entre guillemets, en tout cas, ce qu'a pu vivre cette plante, et l'interaction sur, enfin, le signal sur son détecteur. Et après, il a passé sa vie à tester sous quelles conditions, quelles plantes ou pas, puisqu'après, il est allé jusqu'aux bactéries, jusqu'aux œufs, les œufs qui sont non fécondés. Hein. C'est vraiment la moindre cellule du vivant qui interagit avec son environnement. Et là, c'est juste fantastique parce qu'après, ça a ouvert le champ des sciences quantiques qui explique très très bien les effets de résonance, quels que soient les, des particules qui peuvent être proches, pas proches. Voilà. Et ça ouvre beaucoup de champs en fait de compréhension pour le reste en fait du développement scientifique
dans lequel l'humanité est. Mais moi, je pressens qu'on est vraiment à un seuil de rupture, même sur le plan scientifique. C'est-à-dire que cette notion d'interrelation par ces champs autres que cognitifs, c'est vraiment une porte qui va nous ouvrir sur une autre civilisation. Parce que l'information sur tous les plans, c'est l'essentiel. C'est ça qui crée notre monde, l'information. Et l'intention est une information. L'intention est une information. Ouais. C'est bien ce qu'essaye c'est bien un petit peu ce qu'essaye de capturer l'IA. Hein. C'est non seulement vos pensées, mais ça va jusque-là. Hein. Et parce que, on va dire, les tenants de l'IA ont bien compris que la prochaine étape sera autour de nos pensées. Et avec deux visions. Il y a soit on la capture pour la rendre propriété de personnes, les propriétaires des chips, soit pas du tout. On a compris que c'est vraiment ça la prochaine étape de l'humanité, mais de développer son accès à tous ces champs informationnels, ceux qu'on peut nourrir, mais aussi en recevoir. Parce qu'on en émet, mais on peut en recevoir. Et c'est ça qui nourrit tout le processus de créativité et d'intuition. Alors justement, là, c'est un sujet qui me passionne vraiment à différents titres. Alors, j'ai envie de te dire spontanément, comme tout le monde, j'ai regardé parfois surtout enfant, ça me fascinait, des films de science-fiction où les personnages entendaient les pensées des autres personnages. Hein. Donc, du coup, ça créait des situations invraisemblables, des prises de pouvoir, de la manipulation, des choses terribles, quoi. Hein, voilà. Et ça m'avait fait prendre conscience du danger déjà de ne pas faire attention à la force de notre pensée, à la puissance de notre pensée, mais aussi au fait que la pensée est la signature de chaque être. Finalement, chaque être se signe, entre guillemets, par sa pensée. C'est comme si l'être profond, l'âme, sentait en réalité, même en silence, réellement le positionnement, comme tu dis, l'intention de l'autre âme. Mais si on fait silence et qu'on a, comme tu le dis, des capacités intuitives, on a accès à ses pensées. La deuxième réflexion qui me vient, c'est que j'ai été en contact avec, dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle, avec des gens qui avaient des capacités médiumniques impressionnantes, hein, et qui recevaient beaucoup d'informations. Et c'est très perturbant parce que, pas toutes, hein, mais certaines personnes sont persuadées que si elles reçoivent ces informations, elles doivent à tout prix les donner, les transmettre ou les divulguer. Et là, ça me met un peu en colère, je dirais, parce qu'en le faisant, souvent, elles ne se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir et elles peuvent faire énormément de tort parce qu'on ne sait pas très bien par quel biais arrivent ces pensées. Voilà, et on ne sait pas très bien quelle est la source de l'information. Parfois, c'est une prise de pouvoir aussi, de prendre la parole et de dire j'ai l'info que, on me dit que, et puis en fait, on est envahi, on est perturbé. On en perd parfois son ancrage, on en perd parfois son discernement, parce qu'on se dit, bah, si cette personne a autant de capacités, et si il m'a été donné d'entendre ces informations, c'est peut-être que effectivement je dois en faire quelque chose. Donc ça, c'est des questions auxquelles peut-être tu peux répondre partiellement, enfin, c'est des questionnements plutôt sur lesquels tu peux nous aider à cheminer, parce que je ne pense pas être la seule à ressentir ça. Ouais. Ah ben oui, ce sont des questions qui m'ont beaucoup, beaucoup occupé l'esprit, surtout juste après la MBE. Parce que j'avais ces accès, j'avais exactement cela. Donc, on n'est pas forcément préparé quand on revient de ce genre d'expérience et on ne sait pas gérer ça. Donc, moi, je l'ai vécu comme une enfant qui apprend en fait un nouveau langage et j'en fais quoi? J'en fais quoi? Donc, au début, compliqué. Compliqué parce que c'est exactement ce que tu as décrit. On se dit, mais pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce que j'en fais? C'est un peu la patate chaude, quoi. Je l'ai dans les mains, qu'est-ce que j'en fais?
Euh, j'ai pas su très bien y répondre. Et puis, c'est là que mes pas dans ma vie, dans mon parcours atypique, m'ont amené chez les peuples premiers, chez les chamans, donc de croiser plein de mondes complètement différents. Et c'est ça qui a été génialement passionnant. Et j'ai posé ces questions parce que les chamans ont la même chose. Ils Bien ont sûr. ces mêmes interactions avec l'ensemble des mondes. Nous, c'est beaucoup moins courant chez nous. Donc, nous, on en fait quoi? On n'est pas éduqués pour ça. Les peuples racines ont encore cette éducation-là. Donc, eux, rien ne les étonne. C'est ça qui est génial. C'est que moi, j'ai trouvé aussi mes maîtres là-bas. J'ai eu mes maîtres sur les bancs d'école, puis j'ai eu mes maîtres sur les branches des arbres et dans la jungle, parce qu'ils ont répondu à d'autres questions. Et là, ben, leur réponse était très simple, et c'est eux qui m'ont aidé à intégrer en fait tout cela. C'est que toute cette richesse de perception qu'on a tous, hein, mais avec des degrés de granularité différents, eh bien, ils sont là pour nous guider sur un chemin. Mais ce chemin, c'est pas forcément de tout déballer. C'est de nous guider et de, là, à nouveau, ressentir ce qui est juste et pas juste à dire par rapport à la vie de la personne, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, etc., etc. Parce que les informations peuvent être de tout ordre. Hein. Ça peut être absolument sur tous les plans, notre santé, la santé d'autrui, etc. Et là, c'est vraiment de l'utiliser au mieux, mais de faire très attention de ce que tu dis, c'est-à-dire de ne pas prendre le pouvoir sur personne, parce que sinon, ça s'appelle du pouvoir. C'est ça. Et ça, c'est certainement, moi, l'erreur que j'avais faite au tout début. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, on va dire, l'ensemble de ce monde qui nous entoure, hein, dans toutes les sphères, c'est vraiment quelque chose qui est mon garde-fou. C'est mon garde-fou qui me permet de, déjà, qui est d'une richesse au quotidien, parce que ça nous permet de ressentir là où on peut aller, où on doit aller. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément dit dans mon parcours, mais vraiment cette notion de justice, mais justice au sens immanent du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait plein sens, qu'est-ce qui est aligné avec la vie, avec l'ordre de la vie. C'est pour ça que je suis une fan du vivant, parce qu'en fait, c'est ça notre ligne directrice. C'est qu'est-ce qui est aligné avec cet immense élan de vie qui est la raison pour laquelle on est sur Terre. On est exactement des êtres spirituels venus faire une expérience humaine et servir la vie. Et on le fait comment? Et ça, ce sont des garde-fous. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est profondément destructeur de la vie, de la paix, de la biodiversité, on a ces garde-fous. Et ça peut être du quotidien. Et moi, je vois, j'ai beaucoup de choses qui ont changé même dans mon quotidien. Mais des choses bêtes, genre faire ma vaisselle, récupérer mon eau et mettre sur mes plantes pour être même jusqu'à ce niveau de récupération d'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Et qu'on sait qu'on est sur une planète avec des quantités restreintes. Et c'est des petites choses au quotidien. Puis après, ça peut être des informations ou bien des sensations sur beaucoup plus sur notre société, sur ce qui fait sens, ce qui fait sens. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je suis repartie vraiment très fortement sur le monde économique, parce que pour moi le monde économique c'est des cellules de vie aussi au service de notre société pour que l'humanité se développe, pas pour qu'elle soit prédatrice et qu'elle sabote le futur de nos enfants, mais au contraire. Et donc, c'est moi, voilà, c'est cet appel, moi, que j'ai ressenti, c'est comment je peux mettre tout ce que je vis, à la fois mes connaissances et ces sensations, justement, ces ressentis, ces types d'informations au service de ces entités qui sont des entités, pour moi, que je vois comme biologiques, des cellules. Voilà. Et elles peuvent avoir fait des bêtises, elles peuvent parfois ne pas avoir compris qu'elles participent à une forme de cancer parce que j'ai souvent ces images de santé, en fait, pleine santé. Et
Et par contre, on peut tout à fait euh, œuvrer justement pour que tous ces acteurs fassent partie d'une économie régénérative de notre planète, de nos terroirs et de nos environnements. Voilà. C'est pour ça que j'ai un petit peu bouclé parce qu'en fait, je suis partie de ce monde-là et j'ai eu pas mal de prises de conscience diverses et variées. Et puis, ben, je suis revenue à boucler, mais comme si j'avais fait un peu comme le petit pousset, récupérer mes petits cailloux, puis à la fin, ben, je les amène à la boucle, euh, à la boucle. Mais tout m'inspire. Pour pouvoir, toute forme d'inspiration sont utiles pour œuvrer à ce changement de paradigme aussi au niveau économique. Alors là, je vais poser une question qui vient sûrement à l'esprit des personnes qui vont nous écouter. C'est finalement les gens qui sentent cette magnifique intention hein, que tu as, qui est une intention lumineuse d'aller vers une transition qui sert le vivant. J'imagine que ça ne doit pas plaire à tous tes interlocuteurs ou que ce n'est pas forcément dans leur intérêt, qu'ils veulent peut-être servir des causes plus égoïstes, plus autocentrées. Alors, oui et non. Par le D'accord, passé, Par d'accord. le passé, moi ça, je l'ai depuis à peu près 15 ans. Donc oui, il y a 15 ans, j'ai vraiment ramé dans le désert. Vraiment, parce que dire la RSE sera la chose qui fera la distinction entre une entreprise et une autre, on m'a rionné. Il y a 15-20 ans, quand j'en parlais en entreprise, puisque moi, venant du club, vivant dans ce berceau de prospectivistes où je voyais clairement, après avec la NDE qui m'ouvrait encore d'autres facultés de compréhension fine, il n'y avait aucun doute. Sauf que si on est trop tôt, c'est compliqué parce que on était encore vers des modes capitalistiques où il n'y a les retours sur investissement court terme. Le trimestre, le quarter, allez, au bout de l'année, mais basta. Se projeter à plus, c'est pas possible. Bon. Oui. Et en fait, les choses ont beaucoup changé, Mhm. vraiment changé. Euh, Il y a, il y a beaucoup de facteurs, mais on va dire que je ne veux pas parler du climat parce que c'est vraiment pour moi la tarte à la crème. Bien sûr qu'il y a un changement climatique, mais j'aime pas parler du climat parce que justement, c'est beaucoup trop silo quand on parle du climat. Donc, on va dire que les entreprises se sont intéressées, enfin, le monde économique et politique s'y intéresse parce que justement, on a des impacts sur notre planète. Mais c'est pas que le climat. C'est pour moi une entrée trop silo dans justement cet aspect systémique. On a une modification générale de nos écosystèmes. Certaines sont d'ordre naturel, des évolutions de la Terre, d'ordre naturel, d'autres sont vraiment des impacts de l'homme. Et moi, c'est sur ces impacts-là que je vois que les entreprises ont changé leur regard. Mhm. Le Mhm. monde économique a changé son regard et du coup, eh bien, les citoyens aussi. Il n'y a plus que les 1 ou 2% de personnes très averties comme il y a 15-20 ans. Maintenant, les gens en prennent de plus en plus conscience qu'on est sur un équilibre fragile, une terre merveilleuse qui est vivante. Alors moi, je suis évidemment une grande fan de la théorie de la terre vivante de Gaïa, hein, de Lovelock. Euh, et donc, on est tous acteurs de sa protection et de sa régénération parce qu'on a quand même des sérieux pans qui ont été vraiment prédatés à haut niveau, quoi. Et on est tous acteurs pour faire quelque chose. Tous, tous, tous. Et les entreprises changent. Alors, il y a aussi quelque chose de très simple. C'est que, et d'ailleurs, c'était ce que j'essayais d'alerter déjà il y a 15 ans. Le rapport Stiglitz à l'époque, plus d'autres rapports, expliquait très bien que tous les services rendus par la nature, ça rapportait des milliards aux entreprises. Donc, tuer la nature, c'était absolument créer des rapports négatifs pour le futur. La vie, évidemment, mais même avant, ça allait forcément provoquer un effondrement économique. Mhm. Et c'est Stiglitz qui l'a dit, le rapport Stiglitz à l'époque, après il y a eu d'autres rapports, mais
moi, ça m'avait vraiment étonné que le monde ne réagisse pas plus vite, mais on était encore pris dans une sorte de folie. Moi, je l'appelle une folie parce que quand on se tire dans le pied, c'est pas possible. On peut pas continuer à courir le marathon en se tirant dans le pied. Enfin, donc là, maintenant, il y a une prise de conscience vraiment très forte. Il y a des vrais acteurs impliqués qui Mhm. savent pas forcément encore bien faire. Et c'est normal parce qu'on va tous apprendre en marchant, mais qui ont vraiment la volonté de bien faire. Et ça, je l'ai ressenti. J'ai vraiment vu une différence. Mhm. Et moi, c'est ce qui me met du baume au cœur et qui me donne de l'espoir pour le futur, parce que je pense que si ces acteurs sont authentiquement euh, engagés, et le mot authentique est important parce on va voir énormément de greenwashing, de social washing et tout ce qu'on veut en washing, on va en avoir. Et là, une fois de plus, il faudra faire appel à notre discernement pour savoir quels sont les acteurs qui ne font que repeindre la porte en verre et dire qu'ils sont bien alignés avec l'ensemble des écosystèmes, et ceux qui sont véritablement engagés, qui le cherchent, cœur, corps, âme, esprit, et qui sont sur un chemin. Donc, personne ne sera parfait. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pas la perfection qui fait pour moi les acteurs engagés, c'est leur intention. Se rappeler de la feuille de Baxter, hein, c'est pas quand il lui a mis un coup de cigarette qu'elle a réagi la plante, c'est son intention. Eh bien, c'est pareil. Pour moi, les acteurs qui sont dans cette intention Mhm. vont trouver les solutions parce qu'ils sont sincèrement et authentiquement engagés. Ceux qui ne font que repeindre la porte en verre, ils s'effondreront parce qu'ils ne sont pas alignés. Mhm. Voilà. C'est un appel à l'authenticité. Voilà. Oui, c'est vraiment très réconfortant de t'écouter. Ça redonne espoir, ça donne envie de se mobiliser à nouveau parfois on se décourage quand on a l'impression qu'on n'avance pas tant que ça, qu'il y a beaucoup de mensonges, qu'il y a beaucoup de théâtre, de faux semblants, de choses comme ça sur ce sujet. Et quand on t'écoute, tu as du recul. Ça fait un moment que tu es dans ce combat-là. Tu as plus peut-être de capacité à voir les progrès réalisés dans ce domaine. Et c'est vraiment réconfortant. C'est chouette. Juste pour redire, euh, toute idée peut être excellente et mauvaise. Oui. Mm. Donc, et dans ce domaine-là, donc c'est pour ça que ça peut ouvrir vers beaucoup d'espoir, et en même temps, on peut voir des actions et on dit mais c'est pas possible. Parce que je rebondis à ta notion de mensonge. Oui, il y en a et il y en aura, mais comme tout le temps, l'être humain est fait ainsi, ombre, lumière. Une idée peut être dévoyée comme elle peut être montée à son paroxysme de succès positif. Et ce secteur et cette transition, moi j'aime mieux l'appeler sociétale qu'écologique parce que c'est vraiment la société qui doit changer considérablement sa vision du monde. Donc c'est un changement de paradigme profond, c'est pas à la marge. On aura toujours ces choix sur tout ce qui va se présenter à nous. Et je le vois dans le monde économique et financier. Mm. L'appel à l'alignement authentique est un peu plus nécessaire pour savoir est-ce que je prends la voie de droite ou de gauche. Est-ce qu'on te met des bâtons dans les roues dans le monde de l'entreprise, dans le monde financier? Je dirais pas ça. Je dirais plutôt une capacité à avancer à leur rythme. Donc, et c'est aussi à moi à m'adapter au rythme. Mm. Donc, je pense que j'aurais pu avoir des bâtons dans les roues il y a 15-20 ans parce que je voulais aller trop vite. Et ça sert à rien. On tire sur la plante, on lui casse sa tête et sa fleur, mais on ne va pas la faire pousser plus vite. Et Mm. là, c'est pareil. Dans le monde économique, il faut accompagner Mhm. avec réflexion, avec l'ensemble de nos capacités, mais moi, j'allais dire vraiment beaucoup d'empathie et autres. Et le mot empathie reste mon juste mot pour pouvoir accompagner aussi les autres sur ce chemin, parce qu'on n'est pas tous avec les mêmes niveaux de ressenti, de compréhension et aussi d'urgence. Je ressens l'urgence, mais si je le communique comme tel, ça ne va pas faire avancer. Ça va au contraire créer des peurs. Et là, on pourra mettre des bâtons parce que quelqu'un qui a peur met des bâtons. Il se stoppe.
Donc, je pense que pour ne pas en avoir, c'est vraiment une capacité d'adaptation Mmh. euh, au rythme d'un secteur, d'un acteur, d'une personne, d'une entreprise, pour pouvoir l'accompagner. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Après, j'irai pas, moi, j'ai pas du tout envie, euh, je n'ai pas envie de convaincre. J'ai envie d'accompagner ceux qui ont déjà fait les premières marches et qui ont envie de continuer. Oui. Donc, moi, c'est ça, en fait. Mon entourage, qu'il soit amical, économique, professionnel, c'est vraiment ça. C'est comment on va tous ensemble co-évoluer, collaborer, coopérer pour trouver ensemble des nouveaux chemins d'expansion X ou Y, hein, qui soient voilà, biologique, physiologique, spirituel, économique, mais voilà, qu'on aille vers cet autre monde tous ensemble. Mais j'ai pas du tout envie d'aller convaincre des acteurs qui sont persuadés qu'ils sont sur la bonne voie. Ils s'en rendront compte. Après, s'ils font des portes d'ouverture, oui, authentiques, hein, pas des portes d'ouverture non authentiques. Tes projets, Bénédicte? Alors, mes projets, eh bien, celui qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui que je partage avec Hélène, justement, avec Hélène Molinari, dont tu as fait référence en tout début, puisqu'elle a eu cette superbe idée de créer la fondation Soumous à Venise, parce qu'elle avait ressenti que c'était un lieu de transformation, justement, que Venise avait à se transformer, parce que voilà, le tourisme de masse a une fin, et que ça pouvait être justement un lieu, et c'est là où nos chemins se sont croisés et on a fait tilt, c'est que ce que nous, dont on parlait au Club de Budapest, c'est-à-dire cette transformation systémique et transdisciplinaire de notre monde, ben, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire sur Venise. C'est exactement son souhait. Donc, forcément, quand mon chemin l'a croisé, j'avais vraiment envie de soutenir ce projet, ce qui est une de mes engagements. Donc, c'est de l'aider et de la soutenir au maximum pour développer cela, sachant que une des forces vives de ce projet, c'est vraiment un appel aux forces vitales féminines, et je le dis, qui n'appartiennent pas aux femmes, mais qui sont en majorité chez les femmes parce qu'elles protègent la vie, donc c'est un élan de vie qu'elles ont en elles, mais qui est tout à fait justement présent chez les hommes, et c'est ce qu'on veut réveiller. Voilà, c'est pas une société patriarcale, mais c'est surtout quitter des sociétés patriarcales qui ne sont pas suffisamment à l'écoute de la vie. Donc, d'accompagner cette réunion du féminin masculin à l'intérieur de chacun d'entre nous pour pouvoir repartir en harmonie, bien équilibrée sur ces deux polarités, parce qu'on voit le monde différemment. Et ça, une fois de plus, moi, je l'ai vu dans les entreprises où le succès d'un projet, d'un département, voire d'une entreprise, parce que j'ai connu des capitaines d'industrie extraordinairement bien équilibrés sur ces deux pieds-là, qui étaient les meilleurs. Régulièrement, ils étaient numéro un manager. Mais moi qui les connaissais, je savais pourquoi. Parce qu'ils avaient cet équilibre. Eh bien, voilà, c'est ce que porte Sumus Woman, qui est la force vitale féminine au sein de Sumus, qui va se lancer du 18 au 20 novembre à Venise, d'ailleurs, voilà, où on va réunir des parrains, des marraines, porteurs de cet élan de C'est force féminine formidable. vitale. Donc ça, c'est un des projets, voilà. Et puis les autres, c'est de continuer à développer justement toute, tous ces projets autour de l'économie régénératrice. Voilà, ça c'est mon activité, on va dire, du quotidien, mais c'est très prenant parce que ce sont une multitude d'outils, de nouvelles connaissances à façonner, comme un artisan, à façonner, puis à partager, puis ça va recréer d'autres outils pour mieux appréhender notre monde par l'économique, par cette forme de richesse économique. Et puis après, plein d'autres projets
Moi, je suis persuadée qu'on va aller de plus en plus vers des lieux de vie beaucoup plus intégrés à la nature. Et donc ça, c'est un de mes projets chers à mon cœur. Ce que moi j'ai nommé les fameux Gaia Healing Center, c'est-à-dire les centres de guérison de l'homme et de la terre. Et donc ça, c'est vraiment une vision très forte que j'ai ressentie pour, et voilà, que j'ai mis sur papier et que j'espère pouvoir co-développer, parce que c'est une idée qui n'est pas du tout une idée pour un projet individuel, mais co-développer, parce que ça, c'est vraiment une intégration parfaite de l'humain dans son environnement, Ouais. avec un lieu de vie, et c'est un petit peu comme le petit pousset de tout à l'heure, hein, c'est vraiment comment on intègre de façon systémique l'être humain sur un lieu de vie en pleine nature. Et donc, c'est très, très éloigné de ce que j'entends avec les smart cities. C'est pas du tout des smart cities du tout, mais c'est vraiment des lieux de vie holistiques. Voilà. Et pas du tout hyper connectés. Ça veut pas dire qu'on n'en veut pas, mais c'est pas du tout, du tout les nouvelles technologies et autres qui vont pour moi, être notre planche de salut en tant qu'humanité sur notre Terre. Au contraire, c'est un retour à l'essentiel, beaucoup plus proche de la nature et en harmonie pure et totale. Et pas inspiré des peuples premiers, mais pas comme les peuples premiers non plus, du tout, du tout. Voilà, donc c'est un mélange de plein de choses. C'est voilà, j'aime pas dire le mot synthèse, mais une reliance en fait d'un grand nombre de concepts que j'ai vus, sentis, expérimentés, puis après que j'ai ressenti véritablement en ressenti, comme voilà, pour ne pas dire un autre mot, après la NDE, justement. Parce que voilà, j'ai beaucoup plus eu conscience des défis qui se présentaient à nous après la NDE, mais aussi de toutes les solutions qui s'ouvrent à nous. Donc, les défis, c'est bien, mais les solutions, c'est mieux. Alors, j'en profite Voilà. pour te poser une interrogation qui est partagée par beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi et je pense dans la société. Tu as évoqué les nouvelles technologies et nombreuses sont les personnes qui ont le ressenti qu'avec les nouvelles technologies, nous sommes de plus en plus contrôlés. Nous sommes fichés, nous sommes contrôlés. Tu as toi-même parlé de l'intelligence artificielle, hein, ça peut aller loin, ça peut vraiment donner le sentiment que tout est bon pour rentrer dans notre cerveau et finalement nous déposséder de certaines de nos capacités, de notre libre arbitre, de notre discernement, etc., etc. Et même de notre autonomie, quelque part. Ouais. C'est une véritable inquiétude qui est partagée par beaucoup de citoyens, je dirais, dans le monde entier, hein. Il y a énormément de plateformes sur lesquelles on s'exprime. Bon, toi, donc, il y a beaucoup plus de hauteur et puis j'ai envie de dire, d'information. Comment est-ce que tu peux, d'une façon simplement pédagogique, comment est-ce que tu peux déjà, peut-être nous rassurer, j'en sais rien, si c'est possible de nous rassurer, et comment tu pourrais nous permettre de voir ça comme une transition peut-être nécessaire ou en tout cas une transition positive. Tout à l'heure, c'est exactement ce que j'ai évoqué. D'une bonne idée, on peut faire le meilleur et le pire. D'accord. C'est exactement ça. L'intelligence artificielle, si elle est mise au service de l'humanité, avec les niveaux d'intelligence qu'ils appellent, il y a plusieurs niveaux justement d'intelligence artificielle, si c'est de l'aide à la décision pour enrichir et que ça permet de passer bon, pourquoi pas? Pourquoi pas si ça permet de gagner du temps, bon, toujours dans le sens de la vie. La seule chose et unique chose que moi je souhaite porter sur cette planète, c'est être au service de la vie, du vivant. Si c'est dans ce service-là, il y a peut-être des choses à faire. Donc, une IA au service du bien commun, ok. Je suis en train de regarder, je vois des petites choses qui peuvent se profiler dans ce style-là, je regarde.
Mais alors, déjà, les autres niveaux, et les niveaux les plus farfelus, moi j'estime les plus farfelus, qui ont pour vocation de vouloir remplacer la conscience, mais là, c'est, pour moi, je mets tout de suite un holà, non seulement dans les concepts, mais même dans l'intention. C'est strictement impossible. C'est impossible, ça serait potentiellement dangereux, mais pour moi, c'est impossible. C'est impossible. C'est bon, Philippe Guillemont parle aussi très bien. Je conseille les internautes à aller regarder les dernières vidéos de Philippe, notamment celle qu'il a fait au mois d'août, fin août, avec Coco Touch, parce qu'il y a une très très belle vidéo là-dessus. Pour moi, non seulement ça serait dangereux, mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Et aussi, il n'y a pas besoin que ça se fasse, parce que cette conscience élargie, parce que c'est ce qu'on nous vend, vous allez pouvoir faire ceci, cela, machin. Déjà, elle est au profit de certains acteurs. Donc, qui a envie de donner ses pensées et l'ensemble de ses informations X ou Y à une personne? Je veux dire, là, ça ne peut absolument pas être un projet positif sur un plan sociétal. Et puis, deuxièmement, l'homme a ses pleins potentiels. Donc, justement, pour moi, ça montre bien qu'on est en train de toucher à cette notion de conscience élargie, de capacité extraneuronale, hein, puisqu'on parle bien d'extraneuronale, et que pour moi, ça va être au contraire une superbe opportunité pour les êtres humains d'y aller, mais de façon naturelle. Parce qu'on est en train de leur montrer justement qu'il y a une machine qui peut capter ceci, cela. Ben, si une machine peut le faire, sachez qu'un être humain peut le faire aussi avec vous. Et vous pouvez vous interconnecter. Donc moi, je reste positive. Je pense que ça va, au contraire, cette ombre, ce danger qui est cette ombre sur l'humanité, va propulser l'humanité vers une volonté d'aller vers autre chose. Il y en a beaucoup qui n'en veulent pas. Il y a ceux qui ne s'en rendent pas compte du danger, mais il y en a beaucoup qui n'en veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va aller dynamiser leur potentiel humain d'avoir ces capacités-là. Et on voit, les nouvelles générations sont de plus en plus empathiques, voire télépathiques. Ils ont dit, oh, c'est marrant, j'allais t'appeler, bah tiens, je pensais à toi, tac, tac. C'est de plus en plus les synchronicités, les capacités de se réunir. Ils ont exactement les mêmes idées, les mêmes choses. Ils n'ont plus besoin de communiquer, ça marche entre eux. On voit que ce sont les balbutiements. Et ça, pour moi, c'est très fortement initié par cette non-envie, cette non-appétence vers un autre monde. Donc, il y a d'un côté, ils n'en ont pas envie, donc ils vont se réunir entre personnes qui n'en ont pas envie. Et en plus, sur un plan d'évolution civilisationnelle, on ressent véritablement ce changement de comportement. On voit que les gens, il y a cette fameuse notion des bullshit jobs, les gens n'ont plus envie d'avoir aussi les mêmes styles de travail où on comprend plus son sens. C'est le même mouvement en fait. C'est un mouvement qui va vers cette recherche de sens, d'alignement vers quelque chose de plus grand, de plus complet, de plus holistique, de plus épanouissant, et ça en fait partie. Ça en fait partie, cette capacité d'aller vers ses pleins potentiels. Les pleins potentiels, on n'a pas besoin de l'IA pour ça. On n'a absolument pas besoin de l'IA. Je parle bien de l'IA, ce qu'ils appellent l'IA avancée, ou je ne sais plus exactement le terme, enfin le troisième niveau d'IA. Voilà. Donc, moi, un IA, enfin, des algorithmes pour nous aider à peut-être faire de la recherche au niveau santé, si elle est éthique, si elle est au service de la santé d'autrui, mais pas de récupérer ses informations, son génome, son ADN et compagnie, et puis après les revendre. Voilà, si elle est au service, pourquoi pas? Mais pour moi, les derniers niveaux, elle ne peut pas être au service du bien commun et elle n'a aucune raison d'être. Voilà, je ne me ferai peut-être pas des copains chez les Neuralink et chez d'autres tenants de l'IA avancée, et encore moins chez le cher docteur Alexandre, avec qui je m'inscris totalement au faux. Mais vraiment, alors. Mais c'est certainement là où se passe notre grande bifurcation
signification en termes d'humanité. Vers quelle IA voulons-nous aller? Pour quelle vie? Et au service de quoi? Si on met la vie derrière, on aura vite nos réponses. Merci pour ce message plein d'espoir, un message en tout cas optimiste, mais surtout plein d'espoir. Est-ce que tu as un dernier message à nous faire passer? Ben, je pense justement un message d'espoir. Parce que si on regarde les informations, on n'en a pas. Donc, moi, déjà, ça fait un bon bout de temps que j'ai coupé les informations classiques, on va dire, mais de regarder à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi en faisant vraiment un maximum de tri. Ça serait ça le message à passer, de nourrir tout ce qui relève de la joie, parce que ça, c'est notre moteur du quotidien. Si on se lève qu'on n'a déjà pas la joie dans le cœur, pas possible d'avancer, pas possible de voir le monde différemment, pas possible de nourrir tout ce dont on a parlé, cet élan vers la vie. Donc déjà renouer avec la joie, avec la beauté autour de nous, donc descendre dans son jardin, être capable de regarder une fleur et d'avoir les larmes aux yeux, et paf, ça vient renourrir cet élan de joie, et on a envie d'autre chose, on a envie d'aller ailleurs. Puis après, de regarder autour de nous, parce que des gens extraordinaires, mais il y en a énormément. Simplement, il faut les voir. Et pour ça, il faut avoir cette ouverture à la beauté, à la joie, au juste, au vivant. Et là, c'est comme si vous changez de paire de lunettes. Déjà, vous n'avez plus du tout envie d'ouvrir les informations mortifères. Et étrangement, le monde va se colorer. Vous allez rencontrer que des personnes extraordinaires et vous allez co-créer et entrer en résonance et en action avec toutes ces personnes qui sont là, elles sont autour de nous. On n'a qu'à tendre la main. Vraiment, c'est que les gens fassent cet exercice, ils vont être étonnés. Étonnés. Voilà, c'est ça que je dirais. Merci beaucoup. Ça. Garder ces énergies du quotidien, de vie les plus élevées possibles. C'est pas tous les jours facile parce que on a tous les pots de banane sous les pieds régulièrement, mais dès qu'on glisse, hop, on remonte et puis se renourrir. Et une fois qu'on a réouvert ces portes, justement, vers la beauté, le juste, le bon, la joie, on les remonte très vite. C'est de ne pas se laisser descendre bas, parce que là, c'est pas bon. Voilà. Merci. Je crois que tu peux aider aussi là-dessus, parce que c'est aussi ton quotidien, d'aider les personnes à être dans cette mouvance-là. Voilà. Et moi, je fais aussi du coaching et c'est aussi ce que j'essaye de faire, en fait, coaching de dirigeants, mais aussi coaching de particuliers. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut initier, qu'on peut soutenir, qu'on peut aider à aller dans cette direction. Et je sais que tu le fais merveilleusement. Merci, Bénédicte. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, je suis comblée par tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Et je sais que ça va rester longtemps. L'avantage de YouTube, c'est que les vidéos gagnent en intérêt avec le temps. Elles prennent de la valeur avec le temps. Voilà. Donc, je pense qu'on t'écoutera longtemps. Parce que tes messages portent loin et sont très profonds. Voilà. Oui, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est que ça puisse être, je dirais, un message d'ADN de qui nous sommes, en fait. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est qui nous sommes et vers où on va, donc, et comment on peut tous œuvrer pour aller dans la bonne direction. Tous, sans exception. Voilà. Voilà, de se libérer de tout fatalisme et de prendre conscience de notre propre puissance, de notre propre pouvoir, bien sûr, en systémie, toujours en systémie. Exactement, ouais. Seul, on ne fait rien. Et ça, on l'apprend très vite chez les peuples premiers. Et non seulement seul, on ne fait rien, mais
contre les autres ou sans tenir compte des autres, on ne fait rien non plus. Enfin, on On ne fait fait rien, c'est rien. comme seul. Hein. C'est à partir du moment où on n'est pas dans ce mouvement systémique qu'est la vie, qui est une énergie universelle, hein, c'est un vortex. Enfin, si on descend sur la physique, la métaphysique et autres, on est vraiment dedans. Et bien, quand on se met dans ce flot, d'ailleurs, il y a cette énergie, être dans le flot, c'est vraiment ça. C'est quand on est dans le flot, on est porté par cet élan de vie et là, on va servir les causes de la vie et savoir ce qui est mortifère. Donc, ne pas s'approcher de technologies ou de choses ou de nourriture qui seraient mortifères. Donc, c'est notre guide. Voilà, c'est un backbone, c'est un ADN, c'est une voie de transmission d'informations extraordinairement puissante et pertinente.